Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h35 sur studiokalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin avec une presse israélienne qui continue à évoquer les affaires judiciaires concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou, des affaires qui, on peut dire, continuent à faire recette. Et après avoir mentionné au cours des derniers jours abondamment, on peut le dire, les développements dans l'affaire 3000, celle des sous-marins allemands, eh bien, les quotidiens israéliens, on peut dire l'ensemble des quotidiens israéliens, mais c'est une révélation du Haaretz, annonce que dans l'affaire 1000, celle des fameux cadeaux reçus par le couple Netanyahou de la part de milliardaires juifs américains, eh bien, la police a décidé d'interroger le producteur hollywoodien Arnon Milchan, mais cette fois non pas comme témoin, mais comme suspect. Selon les soupçons de la police, Milchan aurait demandé des contreparties au cadeau de champagne et de cigares dont il avait gratifié Binyamin Netanyahou pendant de nombreuses années, des contreparties, et c'est ce que les policiers et les enquêteurs de la police tentent de déterminer. Jusqu'à présent, la police avait apparemment du mal à prouver qu'en échange de ces cadeaux, donc reçus par Binyamin Netanyahou et par son épouse, eh bien, Milchan avait reçu donc des contreparties, mais apparemment un récent témoignage, un récent interrogatoire qui s'est tenu à Londres a permis d'établir une relation, on va dire, corruptible entre les deux hommes, entre le Premier ministre et Arnon Milchan. Milchan aurait tenté donc de demander à M. Netanyahou de l'aide afin de pouvoir développer ses affaires. Réaction de l'entourage du Premier ministre à ces révélations. Toute tentative de définir de manière incorrecte la relation du Premier ministre avec Arnon Milchan est vouée à l'échec. Ce sont donc les sites NRG et Voilà qui mentionnent en priorité cette affaire 1000 en page d'ouverture, mais comme je disais, donc tous les quotidiens israéliens reprennent ce matin en évidence ces révélations faites par le Haaretz. Le Israël Hayom, lui, indique que le patron de la Croix-Rouge, Peter Maurer, était hier dans la bande de Gaza. Il a demandé au leader du Hamas, Yahya Sinwar, de pouvoir rencontrer les Israéliens détenus par le mouvement, tels qu'Abera Mengistu, cet Israélien d'origine éthiopienne qui est détenu par le Hamas depuis 3 ans, après qu'il se soit introduit dans la bande de Gaza de manière illégale, bien entendu. Mais Sinwar lui a opposé une fin de non-recevoir, et donc la Croix-Rouge ne pourra pas rencontrer Abera Mengistu, une nouvelle déception donc pour la famille et les amis d'Abera Mengistu qui comptaient beaucoup sur cette visite du président de la Croix-Rouge à Gaza. Le Haaretz nous brosse ce matin un portrait de la nouvelle présidente de la Cour suprême, la juge Esther Hayout, qui a été confirmée hier à ce poste important à l'unanimité. Esther Hayout, qui était dans sa jeunesse une soldate du prestigieux ensemble de chants de la région Centre, donc qui était une chanteuse connue et qui est aujourd'hui encore en contact avec plusieurs de ses amis chanteurs israéliens, et considérée, on peut le dire sur le plan juridique, comme une activiste, une juge activiste, et en ce sens elle est la disciple fidèle du professeur Aaron Barak, mais elle est également très conservatrice, donc c'est un peu un mélange de deux tendances au sein de la Cour suprême. Elle a en effet permis par exemple le retour d'Aryeh Deri à la tête du ministère israélien de l'Intérieur, alors que ce n'était pas l'avis de tout le monde au sein même de la justice israélienne, et elle s'est déclarée également favorable à la destruction de maisons de terroristes à des fins dissuasives. Toutefois, Esther Hayout devrait s'opposer avec véhémence à tout affaiblissement de la Cour suprême. Le Yediot Aharonot nous montre d'ailleurs ce matin une photo prise hier de 3 femmes au sommet de la hiérarchie juridique en Israël. Myriam Nahor, la présidente sortante de la Cour suprême, Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, et donc Esther Hayout, la nouvelle présidente qui prendra ses fonctions officiellement le 26 octobre prochain. Le Times of Israel, dans sa version en français, révèle que malgré ses contraintes budgétaires, la France a décidé de maintenir son aide financière à l'autorité palestinienne. Il s'agit d'une aide annuelle d'un montant de quelques 40 millions d'euros, dont 16 millions d'aides directes. Et en marge, le Times nous indique que la police israélienne a fait évacuer hier une famille palestinienne qui s'était installée illégalement il y a plus de 50 ans, près de 50 ans, dans une bâtisse appartenant en fait à des Juifs dans la partie est de Jérusalem. Cette expulsion s'est produite à la suite d'une décision de justice qui a reconnu la propriété du bien immobilier à ses acheteurs juifs bien avant 1948.
Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, est en Israël pour une visite de 2 jours. Et hier soir, il a déclaré sur i24 News que la France condamnait toute forme de boycott envers l'État d'Israël. Selon le ministre français, les entrepreneurs français sont les bienvenus en Israël et il faut consolider les échanges économiques entre les deux pays. J'ai choisi de venir en Israël car c'est un modèle en matière de développement et de nouvelles technologies et que cela fait partie des priorités pour le président de la République, Emmanuel Macron, et pour son gouvernement de développer l'innovation dans l'économie française, a-t-il expliqué donc sur i24 News. Il faut noter la présence, comme nous l'avons dit déjà, en Israël de Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État au numérique et qui a donné hier un Mikvé Israël devant les responsables de l'Alliance israélite universelle et Mark Eisenberg en particulier, qui a donné le même son de cloche, la volonté donc de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron de développer l'innovation et d'encourager l'innovation en France, un peu comme cela se fait donc en Israël. Le site NRG cite le grand rabbin de Jérusalem et ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar, qui s'en prend vivement aux juifs réformistes. Il affirme, je cite, qu'ils sont pires que les négationnistes de la Shoah. Et le grand rabbin Amar de s'expliquer, la Guémara, dit-il, souligne qu'à l'époque du Temple, déjà il existait une séparation très claire entre les hommes et les femmes. Dans le Temple de Jérusalem, nous n'avons rien inventé en séparant les hommes des femmes devant le Kotel. Selon lui, les réformistes ne sont pas intéressés véritablement à prier, ils veulent avant tout se livrer à une forme de profanation. Ils ne respectent ni Shabbat ni Kippour, a dit le Rav lors de son cours hebdomadaire. Le Yediot Aharonot fait la promotion de son édition de Shabbat après avoir annoncé hier des révélations passionnantes sur la course-poursuite menée par le Mossad israélien contre Yosef Mengele, le cruel médecin d'Auschwitz. Eh bien, le journal publie ce matin un extrait du témoignage exclusif du soldat israélien qui a neutralisé le terroriste responsable de l'attentat meurtrier contre la famille Salomon à Halamish en Samarie le 21 juillet dernier. Aïn, c'est l'initiale du nom de ce soldat qui reste pour l'instant anonyme et qui a donc été interrogé par le Yediot Aharonot et explique déjà ce matin qu'il avait entendu les cris en provenance du domicile des Salomon et qu'il a compris tout de suite qu'il s'agissait d'un attentat terroriste. Il a pris son arme et a couru vers le domicile des Salomon. Il a alors aperçu le terroriste de l'extérieur, l'a ciblé et a tiré une balle, le blessant sérieusement. Donc l'intégralité du témoignage de ce soldat sera publiée ce vendredi dans l'édition de Shabbat du Yediot Aharonot, tout comme l'ensemble de l'enquête et des enquêtes menées par le Mossad pour poursuivre Yosef Mengele. Donc 2 sujets importants à consulter vendredi dans le Yediot Aharonot du Shabbat. Les quotidiens israéliens se font l'écho encore ce matin des manifestations des handicapés israéliens qui revendiquent une augmentation de leurs allocations, et le Yediot Aharonot nous relate en particulier le geste plein de bonté d'une policière qui a été chargée de surveiller cette manifestation des handicapés qui bloquait une route nationale près de Césarée. Celle-ci a vu que l'une des manifestantes, qui est paralysée totalement dans une chaise roulante, avait faim. Sans hésiter, elle a ouvert le repas emballé qu'elle venait de recevoir et elle a aidé la jeune femme handicapée à le savourer, à le déguster. Un geste qui a ému des dizaines de milliers d'Israéliens, les handicapés eux-mêmes. La policière qui mérite ce matin un coup de chapeau s'appelle Neta Shema. Restons dans le Yediot Aharonot avec une histoire qui paraît incroyable mais qui est vraie, celle de Binyamin Netanyahou. Non pas le Premier ministre Binyamin Netanyahou, un autre Binyamin Netanyahou qui lui est musulman et qui habite dans le village arabe de Rama en Galilée. Binyamin Netanyahou, c'est en fait son prénom et son nom de famille c'est Nakola. Pourquoi porte-t-il un prénom aussi singulier que le nom du Premier ministre actuel ? Eh bien, il donne lui-même la réponse aux journalistes du Yediot Aharonot. Lorsque je suis né à 21 ans, il y a 21 ans, Binyamin Netanyahou était déjà Premier ministre. Mon père et mon grand-père étant de tout temps des militants du Likoud convaincus, ils ont choisi de me donner comme prénom le nom de leur chef politique de l'époque. Comment Binyamin Netanyahou vit-il avec un tel prénom, en particulier dans le secteur arabe israélien ? Eh bien, il le dit, dans la partie du triangle de Galilée, on me qualifie de traître, mais mes copains m'appellent Bibi, affirme-t-il, tout en admettant qu'il avait
un petit peu de mal à vivre sous une telle identité. Par contre, son père, qui lui a donné ce prénom lourd à porter, promet de ne jamais lui changer son prénom. Donc une information un peu insolite ce matin dans le Yediot Aharonot. Et puis tous les quotidiens israéliens et les sites d'information répercutent depuis hier soir l'annonce de la municipalité de Jérusalem qui confirme qu'elle a bel et bien terminé les travaux d'aménagement de la route périphérique Begin qui traverse Jérusalem du nord au sud. Le dernier tronçon de cette route qui relie les quartiers sud de la ville avec le Gush Etzion a été terminé. De facto, cette route Begin a été complétée et terminée 20 ans après le début de sa construction. La cérémonie d'ouverture est prévue demain. Elle se déroulera en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du ministre des Transports Israël Katz et du maire de Jérusalem Nir Barkat. Et pour tous les habitants de Jérusalem, on peut dire que c'est incontestablement un développement important sur le plan de la circulation dans la capitale. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Dans quelques instants, nous retrouverons Yael Touboul au téléphone, qui est projectorite à Natania, qui nous parlera de son initiative pour essayer de permettre aux parents, aux LIM, de mieux comprendre l'importance des chougim, de ces heures d'éducation supplémentaires. Donc, dans l'éducation nationale israélienne, ce sera tout de suite après un jingle. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.